Audio Jungle. Audio Jungle. Et voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être dans notre compagnie. Nous sommes le mardi 6 mars 2018. Je suis Marcelin Gauvoy, très heureux d'être en votre compagnie ce matin. C'est le deuxième jour de la semaine. Et puis tout doucement, nous allons aller égrener donc le chapelet de rubriques et de contorsions de ce conducteur. Et je suis en compagnie d'une des plus belles femmes de ce studio, Nessie Henry. Bonjour Nessie. Bonjour Marco, vous également, vous êtes un très bel homme. Oh, merci beaucoup. Toujours. On me dit plus ça comme avant. Hein, très bien habillé. Oui, j'ai pris de l'âge, pour ça j'ai vieilli. Qui vous habille, Marco? Moi? Ce sont mes filles qui font... Vous choisissez vous-même vos vêtements? Non, vous avez une femme? Oui, oui, j'ai beaucoup de femmes. Mes filles, elles sont nombreuses, elles sont 3. Celles qui choisissent mes tenues. Nessie également? Oui, Nessie. Nessie vient juste quand c'est fini pour faire genre. Allez, aujourd'hui, Marco l'a dit, hein, deuxième jour de la semaine, de la 10e semaine de l'année 2018. Ça passe très très vite. Et aujourd'hui, on parlera droit, vous le savez, comme tous les mardis. On parlera des missions du procureur de la République de Yopougon. On parlera également technologie avec Noël qui est là, à qui je fais un coucou. Voilà, donc avec lui, on parlera de beaucoup de choses. Attention à vous, hein, faites un coucou à Noël comme ça, quand même. Oui, attention, hein. il est vite arrivé, hein, et c'est l'un des premiers. Et il sourit là-bas, il sourit, il venir, est content, tout ça. très tôt. Attention à vous, Noël. On parlera aussi entrepreneuriat avec Jean-Baptiste Quadio. Donc avec lui, on parlera de fidélisation de la clientèle et développement des affaires. Et vous le savez, dans cette émission, on part à la découverte de plusieurs pays aujourd'hui. On découvre Milan. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in TV. Vous savez qu'il y a la chance d'aller à Milan, vous allez voir que ça donne des envies de vacances quand vous arrivez donc à Milano Centrale, vous arrivez à la gare et vous voyez vraiment beaucoup de choses, hein. C'est très bon, des restaurants, on mange bien et franchement, on salue toutes les personnes qui nous regardent du côté de Milan. Monsieur Logrutto et sa très très sympathique famille donc à Milan.
qui nous ont accueillis là-bas une année. C'était en 2012 et c'était magnifique. C'était sans moi, Marco. Oui, c'était sans vous, hélas. C'était sans vous. Il y avait la nuit du Zougou à Milan, je me rappelle à l'époque, on est allé, oui. Et c'était bien. Il y avait des Italiens. On vit bien à Milan. Les Italiens sont magnifiques. Et puis, il y a une certaine musicalité dans leur façon de parler. Donc, ça fait plaisir. Prego, grazie, grazie mille. C'est bien, quoi, c'est joli. Va bene. Ça fait bene. Ça donne des envies donc, de vacances. Surtout qu'on n'est pas trop loin de cette période-là que nous attendons tous. Ça passe vite, Marco. Oui, ça passe vite. Allez, aujourd'hui, mesdames et messieurs, on ne va pas déroger à la tradition. Hein. Il y a découverte avec Milan et aussi la gym. C'est parti. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être en votre compagnie aujourd'hui encore pour cette nouvelle session de gym. Au programme aujourd'hui, des exercices de flexion avec haltère. Donc pour ça, bien entendu, il faut un haltère, pas forcément une paire. Si vous avez un seul haltère, ça peut faire l'affaire. Une bouteille d'eau remplie de sable ou bien de sable mouillé ou bien d'eau, ça passe aussi. Et puis on part directement pour les échauffements. Regardez, vous faites de légères flexions là, ok, et on remonte. 1, on en fait 10, 2, 3, 4, vous gardez les mains sur les genoux, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va faire des rotations externes. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Rotation interne, bien entendu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les mains restent toujours sur les genoux. 7, 8, 9. Ok. Le premier exercice que nous allons faire aujourd'hui, ce sont les squats. Donc pour faire les squats, il faut écarter les jambes. Ok. Un peu plus grand aujourd'hui que la largeur des épaules. Je parle des 40, les talons bien entendu. Et puis on descend là. Ok. On remonte. 1, 2. On garde les mains aux hanches. 3, on pousse bien le fessier vers l'arrière. 4, on en fait 10 deux fois. 5, 6, 7, 8, 9, dernier. Ok, super. On prend juste 10 secondes de repos. Le temps de relâcher un peu la pression au niveau des cuisses. Ok. Et puis on repart encore une nouvelle fois. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, super, encore, 6, un peu de courage, 7, gardez le dos bien droit, 8, n'arrondissez pas le bas du dos, 9 et 10, super. Alors, on a fait les squats vont nous servir de base pour tous les autres exercices que nous allons faire. Donc vous prenez votre haltère, ok, et on descend là, et on remonte. D'accord? C'est-à-dire lorsqu'on fait un squat, la terre va frôler le sol et dès qu'on se relève, on monte sur la pointe des pieds en élevant le bras au-dessus de la tête. D'accord? Allez, on fait 10, 2 fois sur chaque bras. Allez. 1, 2, en remontant le mouvement explosif. 3, 4, gardez le dos bien droit. 5, super. 6, allez, courage. 7, la main reste à la hanche. 8, 9, dernier. Et 10, super. On change le bras directement. Allez, on y va. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Alors, lorsque vous finissez de passer sur chaque bras, c'est-à-dire lorsque la terre part de la main droite à la main gauche, une fois de chaque côté, vous respirez un peu, soufflez environ 30 secondes. Ok, relâchez toujours les jambes. Vous pouvez marcher un peu, ok, dans votre salon, dans la chambre, ok. Et puis on repart une dernière fois, encore pour cet exercice. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez, 1, 2. Maintenant que vous êtes habitué, on va aller un peu plus vite. 3, 4, super. 5, 6, 7, 8, 9
Et 10. Allez, on change de bras directement. Allez, 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, super. 4, 5, 6, 7, 8, 9, dernier. Ok, super. Alors, ce que je voulais vous dire avant de terminer, c'est que lorsque vous descendez et que vous êtes en train de remonter, il ne faudrait pas lever le bras comme ça. On monte comme ça et on pousse ensuite. D'accord? Donc, je découpe le mouvement là et on monte sur la pointe des pieds. On redescend là, là et on monte sur la pointe des pieds. D'accord? Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain. Très bonne journée à vous. Restez sur RTI 1. Mais voilà, restez sur RTI 1. Maintenant qu'on a dépensé de l'énergie, c'est sûr que vous êtes fatigué et vous avez certainement faim. Marco, on a des choses à proposer à nos téléspectateurs. Ah oui, honnêtement, hein, quand on dit que vous avez faim, on avait dit nous avons faim. Parce que Nessie aussi est dedans. Hein, parce qu'elle me disait ça tout à l'heure, lorsque l'élément passait. Allez, premier élément au niveau de petit-déj, c'est tout simple. Ce qu'on va manger d'abord, c'est le générique, le jingle. On y va. Ça, c'est le premier repas. Maintenant, deuxième, qu'est-ce qu'on a? Alors, du garba. Le garba, non, pas de garba. C'est le garba? Plutôt du Le croque-monsieur. garba a changé, hein. Le garba a beaucoup évolué. Hein. Du croque-monsieur, Marco. Oui, Et la personne a pris soin de prendre une bouchée avant de faire la photo. Oh là là, c'est oui. méchant. Oh là 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 Comment là. dire combien de fois c'est bon? Et puis ce qui me fait mal, enfin, entre guillemets, ils sont assis tranquillement à la maison, ils nous regardent, alors que nous sommes assis Devant leur plat. difficilement au travail. Et ça fait bien. Oui, ça fait bien. En tout cas, envoyez-nous les photos. Voici, oulala, le pain. Comment on Pain, l'appelle chez omelette et saucisson. Pain condiment. Pain condiment. Il y a une dame à Trècheville. Soro félicité. Une femme à Trècheville. Elle vend le meilleur pain condiment au monde mondial. Ah bon, Marco? J'en sais quelque chose. Je vais vous envoyer là-bas un jour. Mais franchement, je suis allé là-bas un jour par hasard parce qu'en face, il y a un grand couturier qui me faisait des tenues pour une émission. Et en attendant, très tôt le matin, je vois du monde, des voitures alignées. Oh non, la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de talent, quoi. La femme, le pain, j'ai pris 2 pains, j'ai mis ma casquette et j'ai mangé dans la voiture, je l'avoue. 2 pains. 2 pains. Non, c'était trop bon. Oui. Ça Ce doit jour-là, être j'ai vraiment appelé le docteur pour dire le régime, il peut attendre. On va terminer avec quoi? Le garba? Enfin, Ah, le voilà. garba choco, Ah, Marco, tiens, s'il tiens. vous plaît. Avec du jus d'orange sur le côté, des condiments, orange, blanc, vert. Vraiment, Ouais, on l'appelle du garba amélioré. ça c'est un plat. Regardez comment tout le monde est silencieux dans le studio. Vous en voulez? Vous en On se ferait voulez? bien une... Ok. Allez, garba partie. après l'émission, tournée générale de garba, c'est Nessie qui assure. Avec Ah oui, c'est plaisir. magnifique ça. Avec plaisir. Voilà. Donc on a fini de manger, on récapitule. On a vu On a vu donc croque-monsieur. croque-monsieur, On a pain, eu droit à omelette du et pain. saucisson et garba. Bon appétit à toutes et à tous si vous êtes en train de prendre votre petit déj avant d'aller au travail. Pourquoi pas? Yes, pourquoi pas. Et Marco, cette fois-ci, je vous emmène en Indonésie. En Indonésie? Effectivement. Vous êtes sûr qu'on part en Indonésie? Bah oui, vous voulez nous Bon, envoyer où? bon, avant d'aller en Indonésie, il faut qu'on sache un peu la situation du français dans le monde. Le français dans le monde, on va voir un peu ce que ça représente. Nous sommes dans un pays francophone, nous sommes fiers aussi de parler français, il faut le dire. Ça nous ouvre au monde et puis ça nous permet à nous, avec plus de 60 ethniques, donc, de communiquer. Ça, c'est le bon côté des choses. Mais quelle est la santé actuelle du français dans le monde? C'est parti. Français, Onésime Reclus invente le terme francophonie en 1880 pour désigner les personnes et instances utilisant le français dans le monde. Le nombre de francophones atteint aujourd'hui 220 millions, ce qui fait du français la 2e langue de l'Union européenne et la 9e mondiale. Plus de la moitié des locuteurs vit en Afrique, selon l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. L'Algérie comptabilise la 2e communauté francophone au monde, avec plus de 11 millions de personnes sachant lire et écrire le français. En Afrique du Nord, par rapport à la population totale du pays, les Tunisiens distancent les Marocains. En revanche, c'est au Maroc que les locuteurs sont les plus nombreux. En Afrique subsaharienne, les 3 pays qui regroupent le plus grand nombre de personnes parlant le français sont la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Dans les pays de l'océan Indien, Madagascar comptabilise le plus grand nombre de francophones, mais c'est aux Seychelles et à l'île Maurice que la langue française reste la plus présente. Au Moyen-Orient, le Liban devance l'Égypte. En Europe centrale et orientale, la Roumanie puis la Pologne et la Moldavie comportent le plus grand nombre de francophones. En Amérique du Nord, le Québec en recense 7 millions, soit 93% de sa population.
Dans la Caraïbe, Haïti demeure le premier pays francophone. L'Asie, avec des chiffres très faibles, reste stable. Le français est avec l'anglais l'une des 2 seules langues parlées et apprises sur tous les continents. Aujourd'hui, 116 millions de personnes apprennent le français dans le monde avec 900 000 professeurs. Selon les projections de l'OIF, en 2050, près de 85% des 715 millions de francophones vivront en Afrique. En Europe, il n'y aura alors plus que 12% des francophones de la planète. Ça va faire plaisir à notre spécialiste de français, Mme Inao Zapé-Rachel, que nous saluons. On la retrouve tous les mercredis. Ce sera donc demain. Dans cette émission, on prend soin du français. On espère qu'il ne faut pas trop de fautes. Oui, on essaie de se corriger, d'apprendre avec notre spécialiste, Mme Inao Zapé. Marco, enfin l'Indonésie. Oui, l'Indonésie. Mais vous êtes omnibulé par l'Indonésie. Je sais que vous allez aller en vacances. Il y a déjà pré-réservé votre billet d'avion. Mais là, on va aller maintenant avec M. Noël Kofi. Donc, c'est notre spécialiste, la rubrique techno. Bonjour Noël. Bonjour Marcelin. Ça va bien? Ça va très bien, Alors, merci. on va parler de quoi aujourd'hui, Noël? Aujourd'hui, on va parler du Mobile World Congress. Mobile World Congress. Ça s'est déroulé où? Ça s'est déroulé en Espagne, à Barcelone. In Spain, Barcelone. Exactement. OK. In few minutes, ladies and gentlemen. Dans quelques minutes seulement, mesdames et messieurs, avec Noël Kofi, notre spécialiste en technologie. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le Mobile World Congress, c'est carrément un congrès international qui regroupe tous les acteurs majeurs du monde de la téléphonie mobile. Donc, c'est aussi bien les fabricants, les constructeurs, c'est également les opérateurs en téléphonie mobile, mais aussi les gouvernements. Donc, des représentations du pays, les commerçants, les vendeurs. Donc, c'est tous les acteurs du domaine de la téléphonie mobile. Et le marché s'étend même pour aller un peu au-delà de la téléphonie mobile et toucher jusqu'à la robotique, jusqu'à l'intelligence artificielle, tout ce qui est mobile carrément. Donc, le salon s'est déroulé du 26 février au 1er mars et cela a regroupé donc une centaine de milliers de participants. Wow. Et ça a été vraiment un salon, une belle réussite. Donc, il y avait une délégation ivoirienne? J'espère en tout cas, j'espère. Et il y a des innovations? Il y a de nombreuses innovations qui ont été présentées, surtout les flagships. Alors, le Mobile World Congress s'est déroulé à Barcelone, l'une des plus belles villes du monde. Donc, c'est organisé par la GSMA, voilà, la GSM Association, qui regroupe 250 fabricants et 850 opérateurs. Alors, le MWC, en abrégé, Mobile World Congress MWC, se tient chaque année en Espagne, plus précisément à Barcelone. Donc, le lieu précis, c'est la Fira Barcelona. C'est un grand espace qui est dédié à de grands événements. Le thème, c'était Creating a Better Future. Donc, en français, ça donnerait Créons un avenir meilleur. Donc, c'est tout un tas d'innovations, toutes les technologies qui vont permettre à l'homme de mieux vivre, en fait. Donc, un avenir meilleur. Donc, le Mobile World Congress a regroupé donc de nombreux participants, près de 107 000 participants. Et c'est donc le lieu de regrouper les dirigeants des opérateurs, les vendeurs, les fabricants de terminaux, mais aussi les producteurs de contenu multimédia. Un véritable festival. Absolument, absolument. Donc, tous les plus grands constructeurs affichent leur flagship, leur nouveau smartphone et tout. Et donc, il y a des thèmes précis qui sont en ce moment mis en avant, notamment la réalité virtuelle. Alors, avec la réalité virtuelle, c'est des casques, c'est là avec des casques, mais le niveau augmente un peu plus parce qu'aujourd'hui, on peut adapter des smartphones à l'intérieur des casques et qui permettent donc une immersion totale dans le multimédia qu'on partage. Donc, ce sont les grosses innovations avec les casques multimédia, les casques de réalité virtuelle. Mais il y a également la réalité augmentée. À la différence de la réalité virtuelle, les casques sont transparents. Donc, ça peut être simplement des lunettes qui ajoutent des informations au contenu réel, donc qui tiennent compte de la réalité, ou alors des casques holographiques qui tiennent compte de la réalité et ajoutent des informations complémentaires. On a également la robotique qui s'est bien développée, qui a été bien présentée. Donc avec les robots, les adaptations sont multiples. Au niveau industriel, on peut faire en sorte que ce soit des machines qui créent les équipements, mais également dans le domaine domestique. Donc les robots, on peut aujourd'hui leur confier des tâches et il y a de nombreux robots, il y a des innovations qui sont réalisées au niveau de la robotique. Ensuite, les drones, ces petits équipements qui volent, qui sont donc sans pilote, mais qui sont pilotés, qui sont dirigés soit par des commandes, une télécommande, soit par un smartphone. Et aujourd'hui, on peut ajouter des caméras optiques, des caméras à infrarouge pour des sauvetages notamment. Mais également, bien sûr, mais également au niveau du hardware. Donc le hardware, c'est tout ce qui est matériel. Donc, il y a le côté matériel, les nouveaux équipements qui ont été créés, des smartphones qui résistent à l'eau, les puces informatiques et notamment une très belle puce qui a été conçue et présentée au MWC 2018, qui est la première puce qui pourra supporter la 5G.
Donc la 5G au rendez-vous, et c'est la toute première fois qu'on crée un concept, une puce qui pourra supporter la 5G. Donc c'est très prometteur. Mais également au niveau du software, donc tout ce qui est logiciel, tout ce qui est application, tout ce qui est multimédia, et toutes ces applications-là sont présentées au Mobile World Congress avec des améliorations majeures, hein, donc les mises à jour, des correctifs, de nouvelles versions du système d'exploitation, et tout cela est présenté donc par les acteurs majeurs du domaine de la téléphonie mobile. Mais également la 5G. Alors qu'est-ce que la 5G? La 5G fait parler d'elle depuis quelques années, mais en réalité, la 5G, on peut considérer que c'est uniquement Internet plus rapide. Déjà, on était parti avec la 2G qui permettait de transférer jusqu'à 14,4 kilobits par seconde. Avec la 3G, on est aujourd'hui avec la 4G à 100 mégabits. La 3G, c'était un peu en dessous, mais la 5G permettra des transferts encore plus élevés. On pourrait aller jusqu'à 10 gigabits par seconde. Par seconde, absolument. Donc, ce sont des transferts vraiment fulgurants. Alors, des solutions, bien sûr. Vive le téléchargement. Bien sûr. Et les adaptations sont donc très nombreuses. Il y aura des solutions aujourd'hui pour les tramways, pour les chemins de fer. La couverture réseau sera plus large et plus stable, notamment pour les connexions Internet. Mais on pourrait également envisager des solutions pour les stades. Aujourd'hui, en matière de stade, la couverture Internet n'est pas très bien assurée. Avec la 5G, on pourra effectuer des transferts beaucoup plus stables. Mais également au niveau des maisons connectées, elles pourront désormais communiquer entre elles. Et l'objectif principal est donc la communication entre les utilisateurs, mais également la communication entre l'environnement. Donc les objets doivent pouvoir communiquer avec les utilisateurs, transmettre des informations, des données, et donc améliorer notre quotidien. Cela permettrait également d'envisager des solutions pour les smart cities, donc des villes connectées qui pourront donc communiquer avec de nouvelles solutions. Bien sûr, la 5G, c'est vraiment l'avenir. Mais on a également les GLOMO, ce sont les Global Mobile Awards. Ce sont donc des prix qui sont décernés aux acteurs majeurs du domaine de la mobilité. Donc le salon de Barcelone, le Mobile World Congress permet de décerner donc des prix aux acteurs, ceux qui ont été les plus innovants, les gouvernements qui ont pris les plus grandes initiatives, et donc des prix sont décernés, il y a vraiment des prix pour tout. Et après les prix, c'est la célébration. Tout cela fait partie du Mobile World Congress, donc rien n'est laissé au hasard. Et au-delà, donc, le Mobile World Congress, c'est également des conférences, des keynotes et des rencontres. B2B. B2B, exactement. Donc, c'est très important. Il y a des keynotes, les plus grands CEO, les plus grands dirigeants des entreprises viennent et montrent donc leur vision à court et moyen terme. Mais également, c'est des rencontres entre partenaires, le moyen de développer de nouveaux partenariats, de faire de nouveaux contacts. De parler de nouveautés surtout. De nouveautés surtout, tout à fait. Donc, au niveau des nouveautés, chaque constructeur affiche ses nouveaux flagships, ses nouveaux smartphones haut de gamme, avec de très belles innovations, des écrans de plus en plus prenants qui utilisent pratiquement 80 à 90% de la surface du smartphone. Mais également au niveau de la photo, avec des révolutions, donc des caméras, des appareils photo qui permettent de filmer en ralenti. Donc ça, ce n'était pas très pratique. Et les plus grands dirigeants présentent donc leur haut de gamme. Et aujourd'hui, c'est très courant avec des écrans à la limite flexibles, des écrans donc, qui prennent des proportions qui sont en train de dépasser carrément la taille du smartphone en lui-même. Donc, des belles innovations. Le smartphone, par exemple, qui peut se connecter à la télévision et qui sert de clavier. C'est pratique pour les présentations, mais également au niveau de la réalité augmentée. On peut faire des traductions instantanées, et c'est de la réalité augmentée. Voilà, et des didacticiels qui s'affichent directement sur le smartphone. Donc, c'est vraiment de belles innovations. Également au niveau de la reconnaissance faciale. Donc, c'est carrément de la reconnaissance biométrique, aussi bien le visage que le capteur d'empreinte digitale. Tout cela pour sécuriser nos données, parce qu'aujourd'hui, Internet, c'est un tout. Il faut pouvoir sécuriser. Donc, au niveau des flagships également, on a de nouveaux smartphones, de nouveaux concepts qui sont présentés, qui permettent, celui-ci par exemple, qui affiche un smartphone à 2 écrans. Donc l'écran arrière se replie de l'autre côté et ça permet donc des visions à limite 360 degrés. Hein. Donc on peut afficher le contenu en continu, ça passe donc des deux côtés de l'écran et c'est très pratique. Ce smartphone est déjà vendu aux États-Unis et je pense qu'il va très bientôt arriver ici. Donc des concepts futuristes qui sont présentés au Mobile World Congress et c'est vraiment l'initiative. Mais également des constructeurs qui surfent sur la vague du passé un peu, donc qui font du neuf avec du vieux. Ce smartphone baptisé Banana Phone. L'esprit vintage. Exactement. Donc Banana Phone et sur le stand du constructeur, il y avait déjà des bananes. Donc c'est un remake en fait, c'est une nouvelle sortie du smartphone du film Matrix. Donc c'est le smartphone qu'il avait dans le film. Et donc les plus grands dirigeants affichent leur nouveau flagship, leur nouveau smartphone haut de gamme et c'est vraiment le lieu de présenter tous ces nouveaux produits. Mais ce constructeur précisément, un constructeur finlandais, a également affiché sa vision du futur. Donc pour lui, quelle sera la ville connectée du futur? Donc c'est une ville avec de nouveaux concepts, de nouvelles applications qui vont permettre de communiquer entre les utilisateurs, mais également au niveau des entreprises, des domiciles et de nouvelles applications qui sont très innovantes, en tout cas pour la ville du futur. Mais il y a également l'intelligence artificielle qui est mise en avant, notamment avec les smartphones qui aujourd'hui intègrent l'intelligence artificielle sur la base. Donc cela se fait grâce à des processeurs un processeur neuronal qui est intégré au smartphone. Et un constructeur est même allé au-delà de cela. Il a carrément intégré un smartphone dans une voiture qui a permis de conduire la voiture. Donc certes, il n'a aucun objectif en termes de conduite autonome, mais il affiche déjà la capacité pour son smartphone de diriger une voiture. Donc il a
installer une caméra au-dessus d'une voiture avec les applications qui sont dédiées à l'intérieur. La caméra est montée donc au-dessus du véhicule et cela permettait donc de diriger la voiture. Lorsqu'il y a un obstacle devant, le smartphone est programmé de telle sorte qu'il puisse reconnaître les différents obstacles, un chien, un ballon, et donc il évite ces obstacles, il ralentit ou alors il tourne immédiatement à gauche ou à droite sans aucune intervention humaine. Donc, c'est montrer carrément les capacités aujourd'hui d'un smartphone. Se faire conduire par son téléphone, je pense que ce sera envisageable dans un avenir très proche. Ça dépend des routes aussi et puis du quartier. Cela participe effectivement, ça en fait partie. Il s'adapte. Il y a des communes, bien sûr. Il y a des communes là où vous ne pouvez pas faire ça, là, franchement. Suivez mon regard. Donc, il tient compte des réalités et c'est quand même impressionnant déjà, la capacité d'un smartphone de le faire. Donc, c'est cela qui est intégré. Certes, comme je dis, pas de véritable intention pour le constructeur, mais déjà la possibilité d'afficher ses contenus. Au niveau des innovations, donc, les prototypes sont également présentés au MWC. Et cela affiche donc les grosses innovations, ce qui sera fait, ce qui sera présenté, ce qui sera commercialisé d'ici dans les 10 à 20 prochaines années. Donc, ainsi a refermé ses portes le 1er mars. Le 1er mars, exactement, c'était donc la fermeture. Et donc, avec de belles innovations, des rencontres. Alors, qu'est-ce qu'on a retenu ? Alors qu'il y aura de belles innovations, que c'est déjà la sécurité qui est mise en avant, la santé également, donc un bien-être. Les technologies doivent converger dans ce sens-là. Donc c'est vraiment ce qui est mis en avant, c'est vraiment des recherches pour aboutir. Et au niveau de l'éthique, la protection donc, des données, les familles, absolument. Les enfants, le jeune public absolument. Qui est de plus en plus touché par des travers, hein, parce qu'il y a de bons côtés, il y a le côté bien qu'on a montré, puis il y a des travers aussi. Hein. Tout à fait, effectivement. Donc aujourd'hui, Internet, c'est vraiment très large. Il faut pouvoir sécuriser les données, il faut pouvoir sécuriser les utilisateurs en eux-mêmes. Donc tout cela est mis en avant également dans le Mobile World Congress et les entreprises sont donc invitées à développer des concepts qui vont permettre d'aboutir à des solutions pour un meilleur usage d'Internet. Donc le salon permet tout cela, les entreprises se retrouvent et elles peuvent discuter, envisager l'avenir, envisager les tendances les plus importantes et donc sécuriser les données, surtout comme vous avez dit, pour les enfants, pour les utilisateurs d'âge pas très élevé. Et c'est déjà intéressant qu'un salon puisse regrouper les acteurs majeurs de la téléphonie mobile parce qu'aujourd'hui, c'est des milliards d'utilisateurs à travers le monde. On est au-delà de 6 milliards d'utilisateurs dans le monde et il faut pouvoir sécuriser tout ce flux de données-là parce que les données aujourd'hui, c'est vraiment le plus important en termes d'utilisation Internet. Merci Noël. Merci beaucoup, monsieur Noël Kofi. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Vous aussi, mesdames et messieurs, c'est un plaisir de savoir que vous êtes avec nous tous les jours du lundi au vendredi. Aujourd'hui, c'est le 6 mars 2018. Nous célébrons donc la fête nationale du Ghana. Oui, 6 mars 1957. Donc, très, très bonne fête nationale à tous les Ghanéens qui nous regardent à travers le monde. Et puis aujourd'hui, nous fêtons les Colettes. Coco. On salue toutes ces magnifiques personnes. On a toujours une Colette dans nos amis. Vous avez une Colette que vous connaissez? En même temps, Marco, je suis très jeune. Une Colette, oui. Les Colettes sont elles sont quand même sympathiques quand même. Bah, pas forcément, c'est un prénom qui est tendance. Marco, Colette. Allez, Colette, ça fait glamour. Attendez, Colette. Attention à vous. Hein. Chez les Agnis. Attention. Chez les Agnis. Je ne veux pas répondre. Et puis aujourd'hui, on célèbre aussi l'entrée pour la première fois d'une femme à l'Académie française, Marguerite Yourcenar. Donc, première femme à l'Académie française, voilà, à quelques jours seulement de la célébration de la journée des femmes, c'est bien à noter. Ce qu'il faut noter également, c'est que maintenant, nous allons au journal. Hamza Djabi, il est bien installé, il est prêt pour le journal télévisé, mais vous le savez, avant, c'est la météo. Du 27 avril au 1er mai 2018, Abidjan devient le hub du tourisme africain avec la 8e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan. Thème, les nouvelles technologies au service du tourisme. Le CITA, c'est plus de 50 000 visiteurs, une vingtaine de pays attendus et de nombreuses rencontres professionnelles. Agences de voyage, compagnies aériennes, office du tourisme, hôtels, tour opérateurs, investisseurs, venez présenter vos offres au monde entier. Inscription www.cita2018.ci 2025 16 02. Un événement Côte d'Ivoire Tourisme. MTN, everywhere you go.
Mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette matinée, le temps sera partiellement nuageux et progressivement ensoleillé sur la majeure partie du pays. Toutefois, des risques de pluie localisés seront observés tôt le matin sur les régions de l'ouest et celles du sud. Les températures pour la matinée, on notera 25 degrés dans les villes d'Abidjan, d'Adiaké, Bondoukou et Boaké, 24 degrés à Daloa, 25 degrés sur les villes de Dimboko comme celle de Gagnoa, 24 degrés à Korogo, 22 degrés à Mans, 24 degrés à Odiéné, à San Pedro ainsi qu'à Sassandra, 23 degrés à Tabou, 25 degrés à Yamoussoukro. Pour l'après-midi, le début sera marqué par une bonne présence de soleil sur l'ensemble du pays. Cependant, en milieu ou en fin de période, on pourrait observer de denses nuages pouvant occasionner des pluies localisées dans les régions de l'ouest, du sud forestier et enfin les régions du littoral. Les températures pour l'après-midi, on notera 31 degrés à Abidjan comme à Diaké, 34 degrés à Bondoukou et sur la ville de Boaké dans le Béké, 33 degrés à Daloa, on aura 35 degrés à Dimboko, 32 degrés à Gagnoa, 34 degrés à Korogo, il fera 33 degrés à Mans, à Odiéné, il fera 34 degrés, à San Pedro 32 degrés, à Sassandra 31 degrés, à Tabou on aura 30 degrés, enfin à Yamoussoukro la température sera de 33 degrés. Très bonne journée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Hier lundi 5 mars, il y a eu passation de charges au ministère de l'Industrie et des Mines. Appelé donc à la commission de la CEDEAO, il est désormais président. Jean-Claude Brou cède son fauteuil au ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME qui va assurer son intérim jusqu'à la nomination d'un nouveau ministre à ce poste. La passation des charges a eu lieu en présence du secrétaire général adjoint du gouvernement d'Arroger Charlemagne au 22e étage de l'immeuble Postel 2001. Recevant les dossiers des mains de son prédécesseur, le ministre Souleymane Diarra-Souba s'est engagé à travailler avec abnégation afin de faire aboutir tous les chantiers entrepris par le ministre sortant, Jean-Claude Brou. Le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, justement, a négocié et obtenu auprès de la Banque populaire du Maroc un fonds de 5 milliards de francs CFA pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin et des petites et moyennes entreprises. Ce fonds a pour but de financer les projets des femmes dans tous les secteurs d'activité. Il est disponible dans une banque de la place. Les femmes désireuses d'obtenir ce fonds sont appelées à constituer un dossier qu'elles devront déposer au ministère du Commerce, précisément à la direction des PME non loin de la rentrée de la mairie et du plateau où la liste des documents à fournir est disponible. Mais comment bénéficier du fonds? La réponse dans ce focus sur le fonds réalisé par Justine Seydjike. La population ivoirienne se compose de 51% d'hommes et de 49% de femmes selon l'Institut national de la statistique. L'économie ivoirienne est essentiellement basée sur l'agriculture qui occupe 65,8% de la population active, dont 67% de la main-d'œuvre féminine. 60 à 80% de la production alimentaire est assurée par des femmes et 59% occupent le secteur tertiaire, généralement dans l'informel. Malgré cette représentativité, peu de femmes s'aventurent dans la création d'entreprises. La Côte d'Ivoire ne compte que 15% de femmes entrepreneurs. Le gouvernement ivoirien, à travers le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des petites et moyennes entreprises, a décidé d'inverser la tendance en mettant en place un fonds de 5 milliards de francs CFA pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Monsieur le ministre Diarra-Souba a négocié et obtenu
un financement de 5 milliards de francs CFA auprès d'une banque de la place au profit des femmes entrepreneurs et des femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Et à ce niveau, il faudra dire que c'est un prêt qui est remboursable. Fruit d'un accord entre les gouvernements ivoiriens et marocains, le fonds est mis en œuvre par la Banque Atlantique Côte d'Ivoire ayant signé une convention avec le ministère du Commerce en août 2017. C'est un fonds qui est destiné à accompagner les femmes entrepreneurs, qu'elles soient porteuses d'un projet, un nouveau projet, ou soucieuses de développer un business déjà existant. Donc ça a été des taux négociés, taux concessionnels de 8% et taillés, on va dire, à la mesure de nos braves femmes. Le fonds est dédié aux femmes de tous les secteurs d'activité entreprenantes et entrepreneurs pourvu qu'elles remplissent les conditions d'éligibilité. Les dossiers sont à préparer. Ça, c'est un niveau qu'il faut dire que c'est très difficile parce que c'est des choses qui ne sont pas accessibles à toutes les femmes. Il y a deux parties. Une partie qui concerne la banque elle-même pour l'ouverture de compte et une partie qui concerne le dossier de prêt. Puisque nous savons que ce n'est pas très facile pour nos sœurs, nous avons initié des formations. Et déjà, on a formé plus de 180 femmes à Abidjan, à Yamoussoukro et à Bouaké. Et cette formation continue. Pour faciliter l'accès d'un plus grand nombre de femmes au fonds, différentes sortes de prêts et de modalités de remboursement, ainsi qu'un comité spécial d'encadrement des clientes ont été mis sur pied. C'est les crédits court terme qui partent de 3 mois à 12 mois. Et c'est des crédits qui sont octroyés pour le financement de l'exploitation courante. Donc ça peut être des découvertes, ça peut être des escomptes, ça peut être des avances sur facture. On a aussi des crédits moyen terme classiques. On peut également faire les financements à partir de crédit bail. On a ensuite tout ce qui est engagement par signature, donc tout ce qui est caution. On accompagne les dames sur tous les aspects de financement possibles en fait. Donc les durées en termes de crédit long terme peuvent aller jusqu'à 7 ans. Les premières bénéficiaires, 10 femmes, ont reçu chacune un chèque en décembre 2017, valeur totale 261 millions de francs CFA. Dame Ewia, au nombre de ces femmes, a eu gain de cause après avoir satisfait aux critères d'éligibilité. J'ai monté toutes les factures. J'ai donné mon registre de commerce, j'ai donné ma déclaration fiscale et la localisation de mon magasin, le bail, entre autres, ce sont les choses qu'ils ont demandées. Et quand le ministère a déposé à la banque m'a fait appel. Je suis allé, ils m'ont posé plusieurs questions et j'ai parlé de l'activité et ils ont vu que c'était porteur. Donc ils m'ont financé. Moi, comme je suis dans le textile, pour moi, ils ont fait le prêt spot. C'est-à-dire que chaque 3 mois, c'est renouvelable sur 1 an. Toutes les femmes porteuses de projets qui s'adressent au ministère pour l'octroi du fonds n'ont pas souvent une bonne connaissance du plan d'affaires, ce qui freine le traitement rapide des dossiers, d'où l'appel du gestionnaire du fonds. Ce sera de demander aux femmes de se faire accompagner par des professionnels dans l'élaboration de leur business plan. Et ces professionnels-là sont habitués à cet exercice qui permettront de prendre en compte tous les aspects du projet que les dames veulent mettre sur pied. Et avoir une vue à 360 degrés, ça évite de multiples rencontres avant de finaliser un dossier. Le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des petites et moyennes entreprises, qui a élaboré un document-programme depuis 2013 pour l'accompagnement, le financement et la promotion de toutes les PME et start-up, avec ce fonds de 5 milliards de francs CFA, n'attend pas s'arrêter en si bon chemin. 20 milliards de francs CFA sont prévus pour accélérer l'accès des femmes au crédit en vue de les sortir de l'informel et accroître le nombre de femmes entrepreneurs en Côte d'Ivoire.
Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal et Togo, les administrations douanières de ces 5 pays de la CEDEAO sont à Abidjan pour évaluer le projet d'interconnexion de leur système informatique. Ce projet mis en route ces dernières années devrait permettre de fluidifier les contrôles et de réduire les délais de traitement. Le reportage complet de Lanciné Bakayoko dans l'un de nos prochains journaux. Du 10 au 17 mars prochain, Abidjan abritera la 10e édition du Massa. À quelques jours de l'événement, les préparatifs vont bon train. Des milliers de festivaliers et acteurs du monde des arts et de la culture vont converger vers la capitale économique pour vivre cet événement de dimension internationale. Plusieurs innovations cette année. Quelles sont ces innovations? Pour en savoir davantage, notre reporter Serge Coléa a rencontré le ministre de la Culture et de la Francophonie. Monsieur le ministre, Maurice Kwaku-Bandama. Première grande innovation de cette 10e édition, c'est le changement des dénominations. On ne dira plus le marché des arts du spectacle africain, mais plutôt le marché des arts du spectacle d'Abidjan, Massa. Ces 3 dernières éditions, le marché s'est ouvert aux autres mondes. Sur l'ensemble de la planète, nous avons des acheteurs et nous avons des spectacles. Donc, le Massa est devenu maintenant un marché mondial qui a pris de la valeur et avec l'OIF, en accord avec le conseil d'administration, il a été décidé, comme ça se fait à Ouagadougou avec le FESPACO, comme ça se fait à Dakar avec Dakar, que le Massa devienne le marché des arts du spectacle d'Abidjan. Ceci également pour continuer à présenter Abidjan et la Côte d'Ivoire comme effectivement un pays de la culture. Et Abidjan comme une ville de spectacle, une ville de rencontres culturelles. Pour donner le ton de la fête, une caravane sillonne déjà la Côte d'Ivoire. Elle part de Korogo pour atteindre Abidjan avec des escales à Boaké et dans d'autres villes. L'État de Côte d'Ivoire et le district autonome d'Abidjan fournissent 80% du budget. L'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, intervient à hauteur de 20%. D'autres partenaires, tels que la CEDEAO et l'UEMOA, s'impliquent dans le succès du Massa. Nous sommes prêts, nous attendons environ 1400 participants, près de milliers d'artistes et 400 professionnels, journalistes, acheteurs de spectacles. Ce que nous attendons des Ivoiriens, c'est une grande participation. Ce sont plus de 300 spectacles qui vont être offert à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens. Le ministre Maurice Kwaku-Bandama, la Côte d'Ivoire sait tenir ses engagements et elle saura les respecter pour la place qu'elle occupe dans le monde en matière de culture. Au mois de décembre 2017, la grande réunion des ministres de la culture des pays ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique, qui s'est tenue à Bruxelles, a reconnu que la Côte d'Ivoire est redevenue un grand pays culturel et s'est classé parmi les 4 grands pays producteurs de culture en Afrique et dans les pays des Caraïbes. 25 ans après sa création en 1993, le marché des arts du spectacle d'Abidjan se présente comme le plus grand marché des arts en Afrique. Le Massa se tient du 10 au 17 mars prochain. Dimanche 4 mars dernier, le Hadj 2018 est entré dans sa phase active de préparation. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a donné le ton de l'édition 2018. La Direction générale des cultes a également expliqué le processus de préinscription et d'inscription pour les candidats et opérateurs privés impliqués dans l'organisation du voyage. Et cette année, ce sont 6 800 places qui sont disponibles pour le pèlerinage en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Nous y reviendrons. L'actualité internationale, en bref, record battu pour le Nigeria qui vient de remporter le plus long marathon de lecture homologué par le livre Guinness des records. Samedi 3 mars à 15h30 dans une librairie de Yaba, Bayode Treasures Olawumi a surpassé le record de 113 heures en lisant
17 ouvrages pendant plus de 120 heures d'affilée à voix haute. Un record pour cet employé nigérian qui entend ainsi sensibiliser les jeunes à l'importance de la lecture. Et puis, pour refermer ce journal, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, était en visite à Téhéran hier lundi pour soutenir l'accord nucléaire que les États-Unis veulent remettre en cause, mais aussi demander à l'Iran des gages sur son programme balistique et ses ambitions régionales. Et sur ces deux questions, il a plutôt reçu une fin de non-recevoir. Et c'est ici qu'on s'arrête pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci beaucoup, Hamza Diaby. On vous retrouve à 13h, c'est cela, tout à l'heure. Et puis aussi pour le flash de 10h. Merci d'être en notre compagnie, mesdames et messieurs. Matin Bonheur se poursuit avec Nessie et votre serviteur. N'oubliez pas que dans le volet thématique, nous avons le plaisir de recevoir Madame le procureur de la République de Yopougon, Madame Zalo Rosalie Kwame Kendo. Donc, nous allons avoir beaucoup de plaisir à discuter avec elle, parler un peu de ce que représente vraiment le procureur, qu'est-ce qu'un procureur. Ce sera une discussion vraiment pédagogique avec laquelle et on espère avoir beaucoup d'informations. Vous pouvez nous poser des questions à travers tous nos démembrements donc, des réseaux sociaux, Facebook, bien sûr Instagram et Twitter, pourquoi pas. Mais avant d'en arriver là, Nessie, nous avons autre chose. Effectivement, il est bien installé. Lui, c'est Jean-Baptiste Quadio. Avec lui, on parle entrepreneuriat. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de fidélisation de la clientèle et de développement des affaires. Oui. Parce que l'entrepreneur, une fois qu'il a dépensé autant de temps et autant d'argent pour avoir un client, c'est malheureux qu'il le laisse partir parce qu'il n'a pas su adapter les techniques de fidélisation. Et une fois qu'on a fidélisé sa clientèle, on doit pouvoir développer ses affaires. Donc, la fidélisation de la clientèle, c'est la première étape, c'est quoi? La première étape, c'est l'accueil. L'accueil. Ça? L'accueil, quand c'est lui qui vient vers nous. La présentation, quand c'est nous qui allons vers lui. Donc, il y a des attitudes à adopter, il y a un langage à utiliser. Il faut être courtois. Il faut être dans la logique du client qui est roi. Il est le roi. On satisfait tous ses désirs. C'est-à-dire que, oui, lorsqu'on est entrepreneur, c'est le client qui nous fait vivre. Donc, c'est son argent que nous allons chercher. Il faut se faire le plus humble possible. Dans les évangiles, il est écrit « Heureux les débonnaires, car le royaume des cieux leur appartient ». On ne peut pas être entrepreneur et être acariâtre. Il faut savoir... arrogant. Arrogant. Dit « je m'en fous ». Il y en a qui insultent même leurs clients. Il y en a qui insultent le client. Il y en a qui disent au client « j'ai pas la monnaie ». Il y en a qui disent « va où tu veux ». Mais il ira où il veut. Mais quand il va où il veut, alors il entraîne beaucoup derrière lui. Absolument. Bien. Si nous prenons par exemple notre entreprise maison, restaurant Nessie. Vous voyez, à un moment donné, elle va proposer des mets. Et c'est d'autres personnes qui vont aller servir. Il faut que les gens soient bien présentés. À son image. À son image. Il faut qu'ils soient courtois avec cette cible de clientèle qu'elle s'est choisie. Sinon, les gens se détourneront d'elle. Après qu'elle ait fait tout cet effort-là pour convaincre ces banquiers-là de manger ses repas à elle. Veiller à l'hygiène corporelle. L'hygiène, tout. Il faut les respecter. Par exemple, vous arrivez et puis vous voyez le chef d'agence qui est dehors, par exemple, vous ne le saluez pas. Vous voulez rentrer, il va dire, monsieur, non, c'est pas ici. Donc il faut être courtois, il faut être à la disposition du client, il faut sourire. Il faut sourire, il faut abandonner tout son caractère belliqueux à la maison. Cette fois-ci, vous êtes dans l'entreprise, vous vivez avec les lois de l'entreprise. C'est une affaire de suivi. Donc, il faut se mettre dans les conditions pour prendre l'argent. Alors, il y a l'accueil, la courtoisie et la prestation. Il y a aussi
un service, quand on a bien accueilli, quand on présente bien, quand on a touché le client par sa tenue, par sa mise, par son humilité, ça ne suffit pas. Après, il faut pouvoir garantir un service rapide et efficace. Un service rapide et efficace. Les banquiers, ils ont besoin de manger entre midi et 13 heures. Mais si à midi, vous n'êtes pas là, que vous venez à midi 30. Excusez-moi, il y a les embouteillages. Là, vous vous justifiez. Et vous avez raison, parce qu'il y a des embouteillages. Mais lui, embouteillage ou pas, il faut prendre des dispositions pour être là à midi. Vos dispositions pour être là à midi. Pas d'excuse. Vous allez vous excuser. Vous allez vous excuser. Excusez-moi, excusez-nous, il y a un embouteillage ici. Vous appelez, vous le prévenez. Vous anticipez. Vous anticipez. De telle sorte que lui, il se met dans des conditions pour bien recevoir. Mais s'il attend jusqu'à 12h15, 12h30, il n'a rien. Il vous appelle, vous ne répondez pas. Vous voyez bien son numéro, vous ne répondez pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il est fâché. Et une fois qu'il est fâché, il prévient les autres, de toutes les autres agences. Et puis bon, vous perdez cette clientèle-là. Mais lorsque vous perdez cette clientèle, les gens continuent toujours de venir, de manger. Et donc, ils vont s'adresser à quelqu'un d'autre. Et quand il y a un petit souci, il y a des réclamations, comment traiter ces réclamations? Il faut d'abord écouter le client. Ne lui imposez jamais vos idées. Il faut lui expliquer, il faut lui faire comprendre. C'est lui qui a un besoin à satisfaire. Vous proposez l'offre adaptée à son besoin. Donc, écoutez-le. Ne lui imposez rien. Même si vous ne pouvez pas régler le problème, vous ne pouvez pas régler son problème. Ça fait écoutez. Prenez soin de lui. Et dites-lui parfois, bon, ce service-là, je ne peux pas vous le rendre, allez-y voir tel collègue. Vous l'avez orienté. Et donc, la prochaine fois, lui va dire à d'autres personnes de venir vous voir, vous, pour lui rendre les meilleurs services. Donc, il faut accueillir, il faut un service rapide et efficace, et puis il faut traiter correctement les réclamations. Vous faites ça, le client à 100%, il sera toujours avec vous. Mais faut dire aussi, hein, M. Cordio, qu'il y a des clients super difficiles. Il y a des clients en majorité qui sont cool, mais il y a d'autres clients aussi qui ne sont jamais satisfaits. Oui. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On sort quelle arme? Mais ça existera toujours. Oui, il y a toujours une proportion. Les clients insatisfaits pour... enfin, le moindre détail, ils ne sont pas satisfaits. Mais il faut être persévérant. Il faut lui dire, oui, ça arrive. Excusez-moi. La prochaine fois, je ferai mieux, ainsi de suite. Mais ce n'est pas toujours... Si ça se trouve, par exemple, que c'est le directeur ou c'est le chef d'agence qui n'est pas satisfait, c'est risqué. C'est encore plus grave. Alors, il faut déployer un trésor de talent pour le convaincre, pour lui dire que oui, ça arrive parce que à 100%, c'est vraiment mathématique, mais dans le comportement humain, ça arrive toujours. Donc, ce qu'on comprend, en fait, il ne faut pas essayer de discuter, il ne faut pas essayer de se justifier. Honnête, voilà, il faut être honnête avec lui. Il faut être honnête, dire, s'excuser, expliquer, ne pas vous justifier. La justification, c'est, est-ce que lui-même, il ne sait pas que... Est-ce que dans son service là-bas, est-ce qu'il n'y a jamais eu de retard, il n'y a jamais eu de choses. Quand on commence comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Je vais vous donner un exemple. Moi, je vais dans une agence de banque, je ne vais pas citer. Je vais voir le chargé de clientèle. Ah, monsieur, c'est l'heure de ma pause. C'est l'heure de ma pause. Alors, moi, je fais quoi? C'est l'heure de votre pause? OK, bon, d'accord. Et puis, il y a son voisin des bureaux qui sort et qui dit, monsieur, vous avez besoin de quoi? Venez me voir. Regardez la différence. Il y en a une qui me dit, c'est l'heure de ma pause. Aussi sèchement que ça. Il y a l'autre qui dit, venez me voir, monsieur, on va résoudre votre problème. Regardez la différence au niveau de l'accueil. C'est deux écoles diamétralement opposées. C'est deux écoles totalement opposées dans la même banque. Mais ce qu'elle ignore, elle, c'est que moi, je connais le président de la banque. Je connais les directeurs centraux. Je pouvais appeler pour dire voilà ce qui se passe. Mais j'ai été très gentil, j'ai dit je ne dirai rien. Voilà. Vous voyez la qualité de l'accueil. Et donc ça peut rebuter les gens. Et oui, c'est fréquent, c'est courant dans les banques. C'est comme cette dame-là, c'est comme cette dame assistante de direction qui
qui a croisé un prêtre. Oui. Il est venu donc à son bureau, elle a très mal reçu, elle ne savait pas que c'était un prêtre. Voilà. Et elle va à la messe, elle le retrouve. Donc, dans sa... voilà quoi. C'est là maintenant, elle va s'excuser. Enfin bref, il faut avoir beaucoup d'humilité quand tout court. Lorsqu'on est entrepreneur, même quand vous avez le financement, comme ça a été dit tout à l'heure, vous risquez d'avoir des problèmes si vous ne savez pas entretenir votre clientèle. Surtout que la concurrence est rude. La concurrence est rude. Et donc, il faut pouvoir toujours être au service du client. C'est lui le roi. Un roi, on exécute tout ce qu'il veut. Tout. Tout. Dans la mesure du possible. J'ai dit tout. D'accord, c'est compris. À quoi vous pensez d'ici? Bon, rien du tout, je demande si par exemple, le client me demande de marcher sur la tête. Que je ne peux pas marcher sur la tête. Vous avez un service et un produit que vous proposez. Donc, le tout, c'est par rapport à l'environnement produit et à l'environnement service. Monsieur Quadri, je vais vous dire exactement la question que je voulais vous poser. Par exemple, c'est l'entreprise Nessie. C'est l'exemple d'entreprise qu'on prend. Si, par exemple, un responsable la drague, comment faire? Parce que c'est des choses qui arrivent. C'est vrai qu'on en rit, mais c'est des choses qui arrivent très souvent. Absolument. Que ce soit du côté de l'homme ou de la femme. Quand il y a ces soucis-là, comment gérer ça, rester dans la droite ligne professionnelle? Vous l'avez dit, il faut rester professionnel. Lui dit, c'est très bien. Mais ne mélangeons pas affaires et sentiments. D'accord. Payez d'abord, quand vous allez finir de payer, et puis après on verra. Pendant combien de temps? Payer la nourriture. Consommer la nourriture. Oui, consommer, il va payer. Oui. Il va même acheter 2, 3, 4, 5, 6 repas. Ok, mais vous en profitez. Et puis bon, tout dépend de vous après. Voilà. Peut-être qu'une belle histoire peut naître, mais en tout cas, il faut savoir faire le distinguo entre les affaires. Mais concentrez-vous sur votre activité, sur vos produits, sur vos services. D'accord, surtout que c'est fidélisation de la clientèle et pas autre chose. Pas autre chose. Allez, qualité vendue. Développer d'autres... En fait... À côté de tout ça, il faut développer d'autres services. Qui n'ont rien parfois à voir avec la restauration. D'accord. Dis par exemple, OK, j'organise quelque chose pour les enfants des banquiers, j'organise quelque chose pour les épouses des banquiers, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que vous sortez carrément de l'activité. Du cadre traditionnel. Du cadre traditionnel, puis vous proposez autre chose. Tout ça pour dire, bon, la femme va aller dire, mais il faut manger chez Nessie toujours. Elle, au moins, les enfants vont dire, on veut voir Tata Nessie, tout ça. Ça permet de fidéliser. Quand il y a un anniversaire, il y a un plat particulier. Voilà. Il y a des messages. Des messages. Tout ça, ça permet de fidéliser. Et il n'y a pas que ça. Il y a également élargir la gamme de produits. Bien, ça c'est dans le développement des affaires. Une fois que vous l'avez fidélisé, je prends le secteur toujours des banques et de la restauration Nessie, vous allez voir que ils sont peut-être 900 personnes à Cocody. Il faut, au départ, vous avez 200 personnes. Après, vous avez 300. Après, vous avez 400. Donc, vous êtes en train de développer la quantité de repas servis. Vous voyez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous augmentez. Et puis après, comment développer votre affaire encore? C'est dire que là, je sais du keb, je sais de ceci, je sais de cela. Mais vous observez que parfois, les gens ont besoin d'une entrée et d'un dessert que vous n'avez pas encore compris dans vos services. Donc, vous dites, ah, tiens, je vais augmenter, je vais mettre maintenant une entrée, je vais mettre un dessert, et puis je vais augmenter légèrement ma facturation. Puis parfois, ils ont besoin d'un jus, d'une sucrerie. Mais moi, je remarque ça, je vais venir leur proposer la sucrerie en plus du plat. En fait, être méticuleux sur les petits riens. Voilà, les petits riens et choses. Et puis, donc ça augmente ma gamme de produits servis au même client. Donc, ça augmente mon chiffre d'affaires par client. Ça développe mon affaire. Et puis, Nessie va remarquer qu'en dehors des banquiers, il y a des avocats, il y a des cabinets comptables, il y a des prestataires de services qui existent. Donc, je vais élargir mon service vers
ces gens-là. Donc ça va développer... Identifier d'autres cibles. Voilà. Il y a les gens de la RTI, tout ça. Et donc, 1, je fidélise, 2, je développe mes affaires. C'est ça le commercial. Fidéliser, et trouver le client, le fidéliser et puis développer au maximum mon affaire sur cette cible. Et puis il faut retenir aussi que chaque attitude a une incidence déterminante sur le comportement du client. Hein. C'est-à-dire ça part de l'accueil, d'un sourire, d'une mauvaise humeur, d'une assistante, d'un collaborateur pour faire plonger le chiffre d'affaires. Hein. Parce qu'on ne sait pas, on sait jamais sur qui on tombe. Parce que tout à l'heure, on voit que si Nessie commence à avoir beaucoup de clients, elle ne peut pas elle seule faire le service. Donc elle va embaucher. Ça va commence à poser problème. Un gros problème. On verra ça dans la gestion du personnel. Voilà. Merci beaucoup. Donc avec vous aujourd'hui, on a vu la fidélisation et là, le développement d'une entreprise. Des affaires. Il faut préciser aux téléspectateurs qu'on a pris un exemple virtuel qui peut être vrai. C'est l'entreprise Nessie, entreprise spécialisée dans la restauration. Voilà quoi, c'est ça. Et la livraison. Et la livraison. C'est quoi la spécialité? C'est quoi votre spécialité? Les plats? Alors, les plats, les plats ivoiriens. Voilà. Les plats ivoiriens. Les plats ivoiriens. Lesquels? On a le garba, la loco. On a également le garba, la loco pour l'instant. Oui. Bien présenté. Bien présenté. Nessie même livre. Voilà. On met la première bouchée. Quand même, on va aller jusque-là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est le marketing. Oui. Venez, on va manger. D'accord, c'est bien compris. Alors, c'est sûr qu'avec ça, mon entreprise va vite grandir. Absolument. Le chiffre d'affaires également. Il faut dire de plus en plus à ceux qui nous regardent, surtout les jeunes entrepreneurs, que c'est vrai, on en rit, on discute pour que ça passe facilement, mais c'est très, très important. On ne le dira jamais assez. L'accueil, la courtoisie et la prestation. Parce qu'il y a parfois des attitudes de certains entrepreneurs qui étonnent. Alors qu'on cherche de l'argent, il faut vraiment, vraiment avoir la précaution de tous les instants, dans la tenue, dans la mise, dans la façon de parler, de la façon de... Même la façon de dire non peut plaire à l'interlocuteur. Voilà. La façon de refuser, on peut dire imbécile de plusieurs manières. Vous voyez, mais je le dirai pas. Bien sûr. Et puis, ça peut arriver quand il y a des relations humaines. Hein. Quand, par exemple, on est dragué ou pas, il y a une manière de contourner ça de façon professionnelle, pour ne pas frustrer l'autre et puis toujours pouvoir gagner son pain, honnêtement. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La semaine prochaine, on parlera donc de la gestion du personnel. Peut-être qu'on prendra une autre idée pour créer une entreprise. Mais pourquoi on ne garde pas l'entreprise Nessie? Non, on va créer une entreprise pour Marco la semaine prochaine. Okay. Et puis voilà. Allez, merci. Parlons d'entreprise, ça tombe bien. Et moi, quand on va créer mon entreprise, j'aurai besoin du nerf de la guerre. Ça passe irrémédiable. On part la pub. C'est parti. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Tiens, nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Retour sur le plateau de ces matinales, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir d'être en votre compagnie. Les mardis, vous savez que nous parlons droit et ce matin, nous avons le grand plaisir d'avoir sur ce plateau Madame Rosalie Kwame Kindo Zalo, procureure de la République près le tribunal de première instance de Yopougon. Avec elle, le thème est le suivant, le procureur de la République de Yopougon, quelle mission? Nous avons donc un rituel, on va dire ça comme ça, on a la thématique et après on revient pour la discussion avec cette personnalité incontournable du système judiciaire. On y va. Le procureur de la République.
Qui est-ce? Que fait-il réellement? Pour de nombreuses personnes, difficile de répondre à ces interrogations. Au fait, moi j'entends parler du procureur de la République, mais je ne sais pas vraiment ce qui concerne, à quoi consiste son travail, quoi. Un procureur de la République. Un procureur de la République. J'en passe, je ne sais pas. Il est chargé de faire régner l'ordre public, l'ordre dans le domaine public, c'est-à-dire faire appliquer la loi, voilà, sur toutes les infractions qui touchent à l'intégrité de l'État. Le procureur, c'est un juge qui est au tribunal, qui s'occupe des infractions, de ceux qui ont commis des infractions vis-à-vis de l'État. Il étudie les dossiers et il les soumet au juge qui les juge. Voilà, le juge du tribunal qui les juge. Parce qu'au niveau de la magistrature, il y a deux sortes de juges. Les juges assis et les juges debout. Une fonction pas bien connue. Et pourtant, le procureur de la République est l'avocat de la société. Il protège l'intérêt public en assurant le respect de la loi pénale. Tout un pouvoir que lui confère son titre. Le procureur de la République utilise ce pouvoir-là, qui lui appartient, par exemple, de classer sans suite une procédure, de poursuivre ou de ne pas poursuivre, dans l'intérêt des justiciables, dans l'intérêt de l'ordre public. Voilà. Tout n'est pas bon peut-être à poursuivre. On parle de tout n'est pas opportun à poursuivre ou à ne pas poursuivre. Le procureur de la République est une personne, je dirais, qui a prêté serment de servir donc l'État de Côte d'Ivoire, de servir la justice. Et nous rendons la justice au nom du peuple de Côte d'Ivoire. Donc le procureur de la République ne saurait utiliser cette prérogative-là à des fins personnelles. Des prérogatives qui laissent croire que le procureur de la République est une personne toute puissante. Dire que le procureur de la République est tout puissant n'est pas totalement exact. Mais dans l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République dispose de leviers qui lui permettent d'agir vite et d'accomplir donc sa tâche, qui est donc de protéger, de défendre les citoyens et l'ordre public. Donc par exemple, le procureur de la République peut à tout moment requérir directement la force publique. Abidjan, Yopougon, Bouaké, Korogo, Daloa, Abangourou sont les villes de la Côte d'Ivoire où se trouvent des procureurs de la République. Et chacun, à son niveau, a une mission bien précise avec des limites à ne pas franchir. En somme, tout est une affaire de territoire. Voilà, Madame Rosalie Kwame Kindo Zalo, vous êtes procureure de la République près du tribunal de première instance de Yopougon. C'est exact. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, on a entendu plusieurs définitions. Oui. Selon vous, on a besoin d'entendre votre définition. Qu'est-ce qu'un procureur de la République? Merci, Madame. Un procureur de la République, c'est d'abord un magistrat de l'ordre judiciaire. Parce que tous les magistrats n'exercent pas dans l'ordre judiciaire et qui a pour mission essentielle d'exercer l'action publique, c'est-à-dire l'action pour l'application de la loi, spécialement de la loi pénale, et veiller aux intérêts de la société. Alors on a entendu dans la chute de l'élément que c'est une affaire de territoire. C'est vrai? C'est exact, c'est une affaire de territoire. Chaque procureur de la République a des limites territoriales bien définies. Moi, je suis procureur de la République près le tribunal de première instance de Yopougon. Mon territoire, donc, naturellement, s'étend à Yopougon. Et ma compétence également s'étend jusqu'à Dabou, où il y a une section du tribunal qui est détachée près le tribunal de première instance de Yopougon. Et ma compétence va jusqu'à Tiasalé, où il y a également une section du tribunal. Il y a, si je puis dire, entre griffes, des sous-procureurs là-bas qu'on appelle des substituts résidents à Tiasalé. Et il y a un autre substitut résident à Dabou. Le procureur de la République d'Abidjan a sa compétence, qui est Abidjan, qui couvre Abidjan, Bassam, Agboville et bien d'autres juridictions. Il y a également un procureur de la République à Bouaké, à Gagnoa, Daloa. Nos compétences s'exercent sur des limites territoriales bien précises. On parle de compétences territoriales qui est un principe d'ordre public. Si une infraction ou un fait se commet à Cocody,
le procureur de la République de Yopougon que je suis n'a pas le droit d'intervenir dans cette procédure. Voilà. Alors, à quel moment vous intervenez dans le processus judiciaire? Nous intervenons dans le processus judiciaire à plusieurs moments. Le moment clé, c'est lorsque des agissements d'une personne perturbent l'ordre public. On dit procureur de la République, notre mission première, c'est de veiller aux intérêts de la société. Veiller aux intérêts de la société en général et aux intérêts, aux droits des particuliers. Donc si une personne trouble l'ordre public, porte atteinte aux droits des particuliers, le procureur de la République entre en scène en mettant en mouvement ce qu'on appelle l'action publique, c'est-à-dire l'action pour l'application de la loi pénale. Voilà. Sans forcément qu'il y ait une plainte. Sans forcément qu'il y ait une plainte. C'est cette prérogative qu'a le procureur. Il peut agir sur plainte d'une personne qui se sent lésée, ou bien il peut, d'initiative, s'il constate une infraction, agir directement, mais la plupart du temps, nous le faisons par le biais de certains fonctionnaires qui ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Alors, vous êtes à Yopougon depuis combien de temps maintenant? J'exerce précisément depuis le 30 décembre 2016. Depuis 2016. Alors, on dit que le procureur est l'avocat de la société. Comment ça se passe concrètement? Ça, c'est le volet général, global. Comment ça se passe concrètement? Est-ce que le quotidien, par exemple, la journée d'un procureur se déroule comment? La journée d'un procureur se déroule de cette manière. Et le procureur, la loi dit, reçoit les plaintes et dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Alors, c'est chaque jour que nous recevons des plaintes de particuliers, de collectivités publiques ou privées pour tel ou tel fait qu'elles estiment avoir lésé leurs droits, qu'elles estiment perturbateurs, voilà, de leur quiétude. En moyenne, combien de plaintes? En moyenne? En moyenne, par jour, nous recevons une quarantaine de plaintes à Yopougon. À Yopougon. De plaintes directes. Parce que vous convenez avec moi que Yopougon est une commune très peuplée, environ 2 millions d'habitants. Le procureur de la République et ses collaborateurs ne peuvent pas à eux seuls recevoir toutes les plaintes. Et donc l'État, dans un souci de rapprocher la justice des justiciables et d'alléger corrélativement à la charge du parquet, a estimé qu'il y a certains fonctionnaires qui devaient être investis de la mission de recevoir les plaintes. Il s'agit notamment, sinon plus spécialement des officiers de police judiciaire que sont les commissaires de police, les officiers de police, les officiers de la gendarmerie, voilà, vers qui les populations vont immédiatement porter leurs plaintes. Et il y a d'autres qui savent que, à part ces autorités, il faut venir au parquet, saisir directement le procureur de la République. Et ce n'est pas toutes les plaintes que vous recevez. Quelles sont les plaintes que vous rejetez généralement? Nous les recevons toutes. Et c'est nous qui apprécions. Est-ce qu'il s'agit d'un fait constitutif d'une infraction à la loi pénale? À ce moment, nous décidons, oui ou non, de poursuivre. La poursuite n'est pas systématique. Si ce n'est pas une infraction à la loi pénale, nous prenons un acte qu'on appelle un classement sans suite. Si par exemple, quelqu'un a contracté un prêt d'1 million qui vous a remboursé à hauteur de 500 000 francs, il reste de voir 500 000 francs, on n'a pas besoin de venir saisir le procureur pour ça, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent. Qui viennent voir le procureur, madame, je suis venu vous voir, je veux qu'il paye mon argent. C'est comme ça qu'il s'exprime. Je lui ai dit, c'est bien, c'est vrai, c'est votre argent, vous êtes dans votre droit, mais je n'ai pas le droit de poursuivre cette personne, pour l'envoyer éventuellement devant une juridiction correctionnelle pour le juger. Vous allez prendre un huissier, il va s'occuper de recouvrir votre créance. Par contre, si dans une cour commune, il y a une petite discussion qui tourne mal, comme c'est fréquent à Yopougon, et que les personnes en viennent aux mains, là, nous tombons sous le coup de la loi pénale. Il s'agit a priori de faits de coups et blessures volontaires. Quand quelqu'un vient avec des blessures évidentes ou un certificat médical, là, nous pouvons poursuivre. Okay. Vous avez dit quelque chose qui m'a fait rebondir tout de suite là. Vous avez parlé du fait que parfois les gens ne savent même pas qu'on n'a pas besoin d'aller devant le procureur pour ça. Alors, ça révèle le souci. Le procureur est méconnu. Il y a une méconnaissance du procureur, de ses rôles par la population. D'ailleurs, dans l'élément, on a vu que pour donner une simple définition, c'était compliqué. C'est dû à quoi? Pourquoi cette méconnaissance-là du procureur? Ça vient d'où? C'est de votre faute? C'est le système judiciaire qui est austère, qui est lointain? Il n'est pas lointain. Il y a des juridictions sur toute la Côte d'Ivoire. Il y a 10 tribunaux de première instance, 3 cours d'appel, 26 sections détachées près les 10 tribunaux. C'est vrai que, compte tenu de l'évolution rapide de la population, nous estimons que ce n'est pas assez. Mais les juridictions existent.
nous n'avons pas une population, je veux dire, avec un niveau intellectuel aussi élevé. Donc, souvent, quand des choses arrivent, certaines personnes disent « bon, je laisse à Dieu ». Alors qu'il y a la loi qui est là, qui prévoit qu'on puisse rétablir les droits ou défendre les intérêts de ces personnes-là. Et je me réjouis que vous nous donniez cette antenne pour pouvoir parler à la population, leur dire que le procureur de la République est là pour essayer de rétablir les torts, essayer de rétablir leurs droits, leur donner quelquefois des conseils, parce qu'il y a des personnes qui viennent, naturellement, quand il n'y a pas d'infraction, nous faisons fort de leur donner des conseils, de les orienter. Voilà. Alors, à vous entendre parler, on a l'impression que le procureur de la République, c'est un peu comme un juge. Le procureur de la République est un magistrat. Je vais faire une précision. Nous passons tous le concours de la magistrature et au niveau de l'exercice de nos fonctions, il y a plusieurs services. Il y a les magistrats du siège, qu'on appelle les juges. Voilà. À Yopougon, il y a un président du tribunal qui a une équipe. Le président du tribunal a ses vice-présidents et il a les juges. Lorsqu'on va à une audience, comme nous sommes assis là, c'est les juges que vous voyez, les trois qui sont assis, voilà, qui écoutent les différentes parties, dont le procureur de la République. Dans le procès pénal, le procureur de la République est partie au procès. Et les avocats, éventuellement, le prévenu et les témoins. Et c'est eux qui prennent la décision. C'est eux qu'on appelle les juges au niveau des premiers degrés de juridiction des tribunaux de première instance. À côté du juge, il y a le procureur de la République qui participe à l'audience, au procès pénal, qui est un magistrat, comme on dit, un magistrat debout. Parce que quand il parle, il se lève, voilà, pour expliquer que les faits pour lesquels il a traduit la personne devant la juridiction correctionnelle constituent une infraction à la loi pénale et il requiert l'application de la loi, c'est-à-dire la peine éventuellement qui peut être appliquée à cette personne-là. On entend souvent dire procureur général de la République. C'est une rectification que j'aimerais bien apporter. C'est une fonction qui n'existe pas au sein de la magistrature. Il y a au niveau de la première instance le procureur de la République, près le tribunal. Au niveau de la cour d'appel, nous avons le procureur général, qui est le supérieur hiérarchique du procureur de la République. Le premier président. Voilà. Et qui a pour, au niveau de la cour d'appel, qui est présidé par le premier président. C'est la même subdivision qui existe au niveau de la juridiction suprême qu'à la Cour suprême. Il y a un président de la Cour suprême et il y a un procureur général près la Cour suprême. Voilà. Alors, moi, j'aimerais qu'on revienne un peu sur les moyens dont vous disposez. La population est galopante, il y a de plus en plus de criminels ingénieux. De quels moyens techniques, officiels vous disposez pour mieux apprécier, pour mieux décider d'une opportunité de poursuite? Mais le premier moyen que nous avons, heureusement, nous avons le code pénal. Le premier moyen, c'est le moyen légal que nous avons. Et dans ce code pénal, également dans le code de procédure pénale, la loi nous permet de travailler avec des officiers de police judiciaire que nous tenons à saluer ici, qui abattent un travail formidable sur le terrain. Parce que vous imaginez bien que le procureur de la République et ses adjoints, au parquet de Yopougon, nous sommes au total 13 magistrats. Nous ne pouvons pas investir tout Yopougon pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe dans tel recoin, dans tel ou tel quartier réputé être dangereux. Donc les officiers de police judiciaire se déploient sur le terrain. Ils ont l'obligation de nous rendre compte. C'est ce qu'ils essaient de faire tant bien que mal chaque jour. Je dis bien tant bien que mal parce que, comme vous dites, les moyens, notamment de communication, ne sont pas vraiment totalement à notre disposition. Voilà. Donc vous avez besoin de moyens. C'est l'occasion donc de dire, ici, vous avez besoin de moyens parce que votre métier, ce sont des vies qui sont en jeu. C'est la liberté des gens qui est en jeu, c'est l'intérêt général qui est en jeu, la quiétude des populations qui est en jeu. Comme vous le dites si bien, nous avons besoin de moyens. Mais comment ils appréhendent la justice? Par exemple, à Yopougon, on va dire Yopougon, c'est un peu la capitale d'Abidjan, c'est une ville dans la ville. Alors, comment ils appréhendent? Est-ce que parfois, vous avez des actions de proximité pour leur expliquer un peu votre rôle, tout ça, créer un dialogue? Je ne sais pas, est-ce que chaque procureur a sa façon de faire dans sa zone? Comment on va dire? Nous sommes un service de l'État, service public de la justice. Donc nous n'avons pas, si je puis m'exprimer ainsi, d'actions d'envergure, d'actions de communication particulière à mener. Mais il est important, comme vous le soulignez si bien, que de temps en temps, nous sortions de nos bureaux pour informer les gens. Et je tiens à saluer ici certaines organisations, certaines ONG qui font quelquefois qui donnent des journées portes ouvertes
au cours desquels les populations ont l'occasion de se familiariser avec les acteurs de la justice, avec quelques procédures. On a eu par exemple la journée de l'avocat, où les avocats sont venus plaider gratuitement pour certaines personnes. Il y a l'association des femmes juristes qui a eu à organiser pas mal de journées, pour communiquer, pour expliquer un peu à la population que la justice n'est pas fermée, la justice est là pour la population. Mais le ministère public en tant que tel ne communique pas assez. Je me réjouis que ces derniers temps, nous voyons nos collègues et certains services de la justice venir sur votre plateau pour expliquer un peu toutes les possibilités qui sont offertes aux justiciables. Bien sûr, c'est cela, Matin Bonheur, tous les mardis, nous avons droit à un pan du droit qu'on traite ici en détail. Alors dites-nous, depuis que vous avez commencé à exercer, quel est le cas le plus complexe qui vous a été donné de traiter? Je ne pourrais pas vous donner avec précision parce qu'il nous a été enseigné à l'école de magistrature qu'il n'y a pas de petite affaire. Paix à son âme, l'un de nos éminents magistrats, le doyen Camille Auguier, qui fut un de nos enseignants, dit il n'y a pas de petite affaire. Quand quelqu'un vient vous voir, qui dit que j'ai été victime d'une escroquerie portant sur 100 000 francs, ça peut vous paraître dérisoire, mais ces 100 000 francs, c'est toute sa fortune. Voilà, donc il n'y a pas de cas complexe. Les textes sont là, c'est ce que nous avons dit. Nous avons une base qui est le code pénal, le code de procédure pénale. Quand les faits sont portés à notre connaissance, le réflexe que nous avons en liaison, comme je l'ai dit, avec nos OPJ, c'est d'aller sur le terrain, voir si les faits qui sont dénoncés sont exacts. Est-ce que ces faits constituent effectivement une infraction ou pas? En ce moment, nous avons toute l'attitude pour poursuivre ou pas. La complexité peut se situer au niveau des circonstances qui entourent ces faits, qui, quelquefois, malgré l'existence d'une infraction évidente, nous empêchent de poursuivre. Quelquefois, poursuivre peut avoir des conséquences plus dramatiques que ne pas poursuivre. C'est pour cela que la loi, Dieu merci, nous donne l'opportunité des poursuites. On peut classer pour un moment, comme il nous est donné de constater dans beaucoup de villages que nous avons à gérer. Je me garderai bien de les citer ici, où il y a souvent des problèmes de bicéphalisme au niveau de la chefferie. Alors quand vous interpellez un mis en cause d'un autre camp, c'est tout le village qui se soulève, qui prend d'assaut soit la brigade, soit le commissariat. Quand c'est comme ça, nous sommes obligés de replier un peu. Nous attendons, et nous attendons le moment opportun pour voir accueillir certaines personnes. Alors, à l'instar de tous les métiers qui composent le système judiciaire, on va irrémédiablement parler de corruption, tout ça. Bon, est-ce que Parce que les Ivoiriens, donc, par rapport aux questions que nous recevons donc, en inbox, ils doutent parfois de la probité de certaines personnes du système judiciaire. Alors comment vous faites pour vous protéger? Parce que j'imagine qu'à Yopougon, il y a des entreprises, c'est une grande zone. Parfois, il y a des tentatives de corruption, on va dire ça comme ça. Alors, est-ce que vous êtes paré pour? Comment ça se passe? Comment vous réagissez? Vous voulez glisser comme je peux glisser sur ce terrain? Non, parce que ce sont des questions... La corruption est un mal qui gangrène toutes les sociétés, pas seulement la Côte d'Ivoire. Les chiffres sont là qu'on donne quelquefois. Nous ne sommes pas les premiers, voilà, en matière de corruption, ni les derniers. Le service public de la justice, c'est vrai, les gens décrivent beaucoup, parlent de corruption, mais quand on sort de la justice, on est soit satisfait, soit insatisfait. Quand on a gagné son procès, on dit « Ah, ça va, c'est bien, le juge là, il a bien jugé mon affaire ». C'est comme ça que les gens le disent. Mais dès qu'on a perdu, on estime que c'est parce que le juge a été corrompu, le procureur a été corrompu. Ce n'est pas exact. On dit parfois qu'il y a trop d'acquaintances, M. Kouakou, il y a trop d'acquaintances entre vous et certaines personnes qui font des affaires d'une certaine origine. Bon, c'est comme ça que je préfère dire ça. C'est vague, ça ne dit rien. Oui, donc je ne peux pas donner de réponse. Je dis, nous, notre base, c'est le code de procédure pénale. C'est le code pénal, ce sont les faits. On s'en tient à ça. Ce sont les faits, vous en tenez à ça. Voilà. Mais est-ce qu'il y a le volet humain qui intervient? Naturellement. Naturellement, on a parlé de l'opportunité des poursuites tout à l'heure. Les cas de coups et blessures volontaires entre époux, volontaires mais qui peuvent être réciproques, quand les deux se sont bien tabassés, on peut les prendre tous les deux, on les poursuit tous les deux, peuvent aller à la maca. Mais quand ils vont, les enfants sont là. Faut-il vraiment emprunter cette voie ou pas? Il y a le volet humain, oui, il y a un volet humain, il y a des cas d'infraction, de détournement mineur
qui sont là, un chauffeur de taxi à qui on confie un véhicule pour rouler. Il a pas mal de soucis de famille, il se retrouve à détourner 50 000, 60 000 francs. C'est des cas qui sont fréquents à Yopougon. Ce n'est pas tout le temps qu'on poursuit, parce qu'on se dit, on sait que la population est pauvre. Pour 60 000 francs, il n'y a pas intérêt à aller découvrir la Maca parce que ce n'est pas un bel univers. Non, mais là, qu'est-ce qui se passe? Vous essayez de... Nous pouvons soit classer sans suite, soit mettre en citation directe. Dans ce cas, la procédure de citation directe pour laquelle nous optons, la personne ne va pas en prison, elle comparaît libre. Si entre-temps, elle a eu les moyens de dédommager la victime, la victime ne viendra même pas à l'audience. Voilà. Et surtout, vous insistez pour le dédommagement? Oui, on insiste, on leur fait comprendre. Il nous est arrivé parfois de mettre la main à la poche. On dit que nous sommes corrompus, mais vous n'avez pas idée du social que nous faisons quand nous sommes au parquet. Il nous arrive de mettre la main à la poche. Quelqu'un vient, il est blessé, il veut un certificat médical pour pouvoir justifier ses blessures ou bien justifier auprès de son employeur qui ne peut pas aller au travail. On requiert les médecins. Ce n'est pas tout le temps que les médecins réagissent. Est-ce que c'est normal de mettre la main à la poche, puisqu'on doit respecter la loi? Si vous faites ça, vous n'ouvrez pas par ailleurs une boîte de Pandore? Non, pas du tout. Nous sommes des êtres humains. Avant d'être des juges, avant d'être des procureurs, avant de poursuivre, nous ne sommes pas comme des robots qui systématiquement n'avons que pour objectif de prendre des délinquants et les mettre en prison. C'est humain. C'est humain. Mais à un moment, ça peut devenir une spirale. Donc, il faut plutôt demander peut-être les moyens pour que ça puisse être réglé. Parce que c'est bien, c'est que vous êtes humaine, tout ça, mais il faut penser à ce que ça peut donner plus tard. Parce que le bouche à oreille, les gens qui parlent, après, bon, ça peut peut-être aussi... Justement, la question que je vais me poser, quelles sont vos limites en tant que procureur? Quelles sont vos limites? Nos limites, c'est la loi. Notre Constitution le dit que personne ne peut être poursuivi, jugé et mis en prison pour des faits qui ne sont pas prévus et punis par la loi. Il y a d'abord la loi et il y a la politique pénale qui est prescrite par notre ministère. Le garde des Sceaux, chaque année, définit une politique pénale en fonction de l'évolution de la société, des circonstances du moment. Il y a une politique pénale bien précise qui est définie. C'est dans le cadre de cette politique pénale que nous agissons, bien sûr, sous le contrôle du procureur général, qui est notre supérieur hiérarchique. Donc nous avons des limites. Nous avons énormément de limites, contrairement à ce qu'on croit. C'est vrai que notre pouvoir nous permet de restreindre la liberté des individus. Par exemple, pour les gardes à vue, nous avons des limites. La garde à vue est dans une unité si nous estimons que la personne doit rester auprès des OPJ pour qu'ils mènent à bien leurs investigations, pour ne pas que les preuves se déprécient. 48 heures, dit la loi. Renouvelable une seule fois. Normalement, sur autorisation du procureur de la République. Donc, il y a des limites. La personne a le droit de se faire assister par un avocat, de demander qu'un médecin le voie et tout. Voilà, nous avons des limites. Le 8 mars prochain, nous allons célébrer la Journée internationale des droits de la femme. Vous êtes une femme. Est-ce que vous rencontrez des problèmes liés au genre? Pas du tout. J'avoue que quand cette personne entre, elle tique. C'est une dame. Je dis, bon, il n'y a pas de problème, asseyez-vous. On explique les problèmes et puis on avance. Est-ce que ça réfléchit des fois des décisions, honnêtement? Est-ce que le fait d'être femme vous permet d'avoir soit une carapace ou soit une certaine sensibilité par rapport à certaines affaires? Une sensibilité, je dis oui. C'est en cela que nous avons eu à mettre la main à la poche. Pour 30 000 francs, ce cas était précis. Un cas d'abus de confiance de 30 000 francs. Le collègue qui est descendu, qui a reçu les déférés du jour, elle me dit, madame, il fait pitié. Il est vraiment mal en point, il demande pardon. Je dis, bon, 30 000 francs. J'ai donné 20 000 francs, le collègue a donné 10 000 francs. Et puis, on a appelé la victime qui est venue récupérer son argent. Et puis, la procédure s'est arrêtée. C'est ça le visage aussi de la justice. On va revenir à vous, Madame Zalo, dans quelques minutes. Merci. Juste pour des impératifs. Ça fait partie du droit de la télévision. Merci. La pub, on y va. Votre nouveau magazine 34 présente sa nouvelle collection Idylle et ses fleurs qui mettent de bonne humeur. Elles se veulent élégantes et sophistiquées. Elles s'impriment amoureusement, à moitié finies, laissant la place à la rêverie. Découvrez ce bouquet de 12 bijoux dans votre magazine 34, disponible dans les points de vente habituels. Uniwax révèle l'élégance africaine.
Voilà, retour sur le plateau de ces matinales, mesdames et messieurs. Il est exactement 7h26. Dans quelques minutes seulement, la conclusion de cette thématique. Je rappelle que nous sommes en compagnie de madame le procureur Rosalie Kwame Kendo Zalo, procureur de la République de Yopougon, avec qui nous parlons de ce métier difficile, passionnant, mais combien exaltant. Nissi, une question? Eh bien oui, bien sûr, beaucoup de questions. Quand on vous voit, vous donnez envie de faire du droit d'être procureur de la République. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé à l'entame. Mais dites-nous, comment on devient procureur de la République? On devient procureur de la République. Le procureur de la République, d'abord, est nommé par le président de la République sur proposition de M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Mais bien avant ça, il faut faire des études de droit et passer le concours de la magistrature. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Aussi dans... Vous êtes nombreux en tant que procureur? C'est sûr que les hommes sont plus, je pense, le tiers de la corporation des femmes. Alors, moi, la dernière question, hein, c'est quoi un bon procureur? Si on peut dire ça comme ça, c'est quoi un bon procureur? Un mélange un mixage de sensibilité, de carottes, bâtons, c'est quoi un bon? Un bon procureur doit avoir du flair. Doit avoir du flair, doit avoir un bon réseau d'information. Surtout. Voilà. Parce que, comme je dis, les OPJ ont l'obligation de nous informer, mais ce n'est pas tout le temps. Il y a tellement de choses qui se passent, ils ne nous disent pas tout. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais matériellement, c'est quasiment impossible. Voilà, avoir un bon réseau d'information, avoir de la réactivité, savoir écouter, voilà, savoir apprécier les faits. Il y a les faits, il y a les circonstances qui entourent les faits. Et je voudrais dire qu'on n'a pas que, en tout cas concernant la magistrature, et mes collègues femmes pourront témoigner, nous n'avons pas de difficultés particulières qui sont liées à notre genre. À la maison, vous êtes normal, il n'y a pas de souci. Je suis normale. On va demander à monsieur. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est quel message en exclusivité pour les femmes de Côte d'Ivoire et du monde ce matin? Merci, monsieur. Bravo déjà à toutes les femmes. Parce que être femme, c'est donner la vie. C'est également relever beaucoup de challenges, comme par exemple être procureur de la République. Parce que quand on sort du bureau, quand on enlève la toge, il faut retourner à la maison, voilà, remplir le rôle de femme, de mère. J'encourage mes sœurs, j'encourage toutes les femmes à ne pas hésiter à embrasser les professions. Toutes les professions nous sont ouvertes, tous les métiers nous sont ouverts, il n'y a pas de métier spécifique pour les hommes. Moi, j'ai pas, en tout cas concernant la magistrature, et mes collègues femmes pourront témoigner, nous n'avons pas de difficultés particulières qui sont liées à notre genre. À la maison, vous êtes normal, il n'y a pas de souci. Je suis normale. On va demander à monsieur. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est la fête de Baptême Bonheur ici. Et effectivement, donc vous l'avez constaté, hein, les procureurs sont ouverts, ils sont à votre disposition. N'hésitez surtout pas à les approcher et rester RTI 1. À demain.